Chaque jour, retrouvez les 4 programmes Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur en live. Des podcasts gratuits, des infos concernant vos émissions préférées sur les sites de fréquenceévasion.com et montecarloazur.com. YouTube est un complément des programmes de Fréquence Évasion avec plus de 500 vidéos à votre disposition. Bonne journée sur Fréquence Évasion, la radio d'expression. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Frédéric et nous allons parler aujourd'hui des énergies invisibles. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Frédéric, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Alain, encore une fois, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Alors aujourd'hui, nous allons parler des énergies invisibles. Il y en a beaucoup, des énergies qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, et pourtant qui sont présentes autour de nous. Oui. Alors, par exemple... Alors on peut parler de manière générale alors ce qu'on appelle des énergies, donc des énergies invisibles, mais invisibles c'est très large. On va développer un petit peu plus, on va parler notamment ce qu'on appelle des énergies telluriques, réseau courant tellurique. On va parler également un petit peu plus loin dans l'émission de ce qu'on appelle les champs morphogénétiques, ou qui s'appelle de façon un peu plus courante la résonance morphique, qui a été développée par un docteur en biologie, un docteur anglais. Et puis on élargira un petit peu tout ça de façon un petit peu plus grande parce que c'est quelque chose qui est véritablement très important, qui nous définit tous à tous les niveaux de la conception et de la création du cosmos, qui sont les implantations aussi des anciens sites comme Stonehenge, les pyramides de Gizeh par exemple, d'autres énergies qui correspondent par exemple au fractal, à la géométrie sacrée, au nombre d'or, pi, tout ça quoi. Il y a pas mal de choses à dire. J'ai essayé de centraliser un petit peu les informations. Je pense qu'on aura de quoi discuter. D'accord. Alors commençons par le début. C'est déjà une bonne chose. Si déjà on a un début, c'est bien. On pourra avoir un fil conducteur. Exactement. On va parler un petit peu des énergies telluriques, des réseaux, des courants telluriques qui parcourent un petit peu notre planète. Alors notre planète, on peut comparer ces réseaux à des formes alors c'est des formes de quadrillage qui tournent autour de la planète, et notamment on peut faire une analogie avec le réseau nerveux qui nous constitue. Vous voyez ? Oui. Le réseau de l'homme. On appelle aussi quelque part, et souvent on retrouve cette appellation, des cheminées telluriques, qui sont des zones un petit peu plus petites, plus fines, qui se situent à divers endroits de la planète, et qui ont une concentration de forces invisibles plus prononcée. On va les définir comme ça. Et ce que je voulais dire, c'est qu'est-ce qu'on entend par énergie invisible ? C'est les énergies que nos 5 sens, couramment admis, n'arrivent pas à capter ou à percevoir. Ah, par exemple, sur Terre, de toute façon, il y en a des énergies invisibles. L'électricité, c'est une énergie invisible. Oui, bien sûr. Les ondes aussi. Les ondes, l'électromagnétisme, les différentes fréquences de la lumière. Oui. Comme les UV, par exemple, les infrarouges qui existent. Il y a un ensemble de choses qu'on s'est mis à connaître à travers le temps, à travers les découvertes scientifiques. Parce qu'on les a découverts. Et puis aujourd'hui, avec des technologies qui nous permettent de mesurer ces éléments-là, et qui ont fait grandement avancer l'ouverture aussi de conscience sur l'environnement qui nous entoure, qu'on ne connaissait pas forcément en détail de façon aussi fine. Et donc tous ces éléments-là constituent un ensemble de choses qu'on ne perçoit pas, je dirais, immédiatement et directement. Donc ces énergies telluriques, elles ont été, je dirais, elles sont connues depuis très très longtemps, mais les informations qui s'en sont sorties n'ont pas forcément été assimilées, pas forcément été comprises par les différentes personnes ou les différents gens qui sont un petit peu intéressés à ça ou qui ont transmis l'information, et ça a été redécouvert, ça a été ressorti un petit peu au goût du jour par différents chercheurs qui s'y sont intéressés, qui ont planché sur le sujet en particulier, et qui ont fait des découvertes complètement incroyables. Ils ont notamment découvert ce qu'on appelle aussi les lignes de lait. Alors lait, c'est LEY. D'accord. C'est des lignes qui traversent des lieux dont les noms comportent le suffixe lait. C'est pour ça que ça a pris ce nom-là. Et donc ces lignes, qui sont souvent des grandes lignes droites, ont été découvertes passant par des monuments de grande importance sur notre planète. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une ligne qui s'appelle la ligne Saint-Michel,
qui traverse le sud de l'Angleterre sur à peu près 600 km, Ouais. et qui passe par exemple par Highbury, Glastonbury ou le Mont Saint-Michel, pour descendre un petit peu plus proche de chez nous, vous voyez. Oui. Donc ça passe par des endroits de notre planète qui restent pour certains très mystérieux, comme Stonehenge, qui est un site quand même très mystérieux, mais qui sont parfaitement alignés sur ces lignes-là. Et donc les différents chercheurs qui se sont intéressés, alors ça s'est succédé du 18e au 20e siècle, on a beaucoup de gens qui ont regardé ça un petit peu plus en détail, et ont découvert aussi par exemple une ligne qu'ils ont appelée la ligne d'Apollon, qui traverse le sud un petit peu de l'Europe occidentale, en passant par la France, l'Italie, la Grèce. Et encore une fois, qui recoupe alors soit des monuments, soit des zones qui ont été dédiées à Apollon et tout ce qui tourne un petit peu autour de ces divinités-là, vous voyez. Oui, oui. Alors, c'est là qu'on peut se dire hasard, pas hasard, ça paraît étonnant. Ça paraît étonnant. Mais, quoi qu'il en soit, sur ces lignes de force, parce que par la suite, on peut détailler un petit peu plus si on s'intéresse à tout ce qui est force de l'invisible, je dirais, de manière générale, et connaissances associées, sur la pertinence de cette mise en place de ces sites et la connexion avec ces fameuses lignes ou courants telluriques. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'échange, pour quelles raisons on a implanté ces monuments à ces endroits-là, comment ça se fait qu'ils soient aussi bien alignés, vous voyez. Alors justement, il y a certains endroits qu'on appelle des points telluriques. Paraît-il que Bucharest, en dehors de tout le folklore qui s'est passé il y a quelque temps là, c'est un point tellurique. Exactement, tout à fait. Alors qu'est-ce qui se passe justement dans ces points telluriques? Alors, ces points, ces zones, ces endroits qu'on a appelés telluriques, sont censés être des emplacements géographiques spécifiques de la planète. Si vous voulez, on peut faire l'analogie un petit peu comme les chakras. Je ne sais pas si ça parlera aux auditeurs, je pense qu'on en parle fréquemment. Oui, quand même, même déjà avec l'acupuncture. Voilà, tout à fait, exactement. Donc, sont des zones, des environnements spécifiques où l'énergie invisible, entre autres, pour schématiser un peu la chose, s'échangerait de façon plus importante avec les éléments que nous on perçoit avec nos 5 sens, donc qu'on appelle la matière dense. Et donc l'impact qu'auraient ces zones-là est très très important, donc au niveau de la planète, au niveau de son mode de fonctionnement, de l'environnement, je dirais des échanges climatiques et autres, vous voyez. Donc c'est pour ça que ces zones-là, comme Stonehenge, parce que Stonehenge, encore une fois je reviens sur Stonehenge, parce que c'est vraiment un site qui est très très mystérieux. On a émis différentes hypothèses sur le sujet, on a parlé effectivement que ce soit un observatoire astronomique qui a été monté de cette façon-là. On n'a toujours pas réellement de réponse sur la disposition des menhirs qui le constituent, comme c'est le cas par exemple pour l'alignement de Karnak en France, où ça reste quand même un grand mystère sur certains éléments. Pour quelles raisons avoir aligné de façon aussi parfaite et aussi finement autant de pierres de ce type de consistance, pourquoi les avoir mis ici, pas ailleurs. Voilà, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. C'est un peu comme les pyramides aussi, Exactement, donc on va en parler un petit peu plus des pyramides, mais je pense que ces lieux étaient parfaitement connus de nos anciennes civilisations. Alors encore une fois, anciennes civilisations qui ont censé ne jamais exister, même que pourtant il y a largement assez de traces et d'éléments qui tendent à prouver le contraire, comme l'Atlantide ou autre. Posséder des connaissances justement sur ces énergies telluriques, ces énergies invisibles qui nous constituent, alors que ce soit notre corps, que ce soit notre environnement, notre planète, et qui baignent à l'intérieur, et qu'ils étaient en capacité de capter ces formes d'énergie tellurique. Alors ensuite, la question, pour en faire quoi, ça, je ne pourrais pas répondre de façon affirmative. Mais je pense sincèrement que ces dispositions, ces formes géométriques, parce que la forme géométrique est véritablement très très importante, que ce soit un rond, que ce soit un triangle, un hexagone ou autre, va avoir une incidence sur la disposition et je dirais le passage de l'énergie qui va autour, vous voyez. Et je pense qu'ils avaient ces connaissances-là et qu'ils les utilisaient pour réussir à capter ces énergies. On appelle aussi couramment l'énergie vril, l'énergie du vril, qui est aussi en lien avec la rotation de la planète. Mais ils avaient, je pense, ces connaissances et ils les utilisaient pour utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui de l'énergie propre, vous voyez. On avait fait une émission sur Nikola Tesla. Oui. Voilà, ça rejoint un petit peu les découvertes de Nikola Tesla, qui était capable, en expliquant de façon assez simple, parce que quand on regarde les montages qu'il faisait à l'époque, c'était quand même, alors c'est conséquent quand on voit de façon générale ce qu'il avait, mais dans le dispositif c'est assez simple, c'est-à-dire la capacité de capter une énergie qui n'existait pas, en tout cas qu'on n'arrivait pas à sentir directement, par l'électromagnétisme pour la transformer en électricité. Oui, tout à fait. Alors, et je pense que nos anciennes civilisations utilisaient le même procédé.
C'est-à-dire que par la disposition géographique dans des zones très précises de la planète, ils étaient capables de condenser l'énergie, on peut le schématiser comme ça, pour ensuite la capter et en faire quelque chose. Donc c'est pour ça que, je pense, c'est mon avis personnel, et ça rejoint aussi d'autres personnes qui pensent un petit peu de la sorte, qu'il y avait cette capacité, et c'est pour ça qu'on avait Stonehenge, c'est pour ça que, par exemple, la pyramide de Gizeh, on peut discuter un petit peu de la pyramide de Khéops, et notamment du site de Gizeh, où sont implantées les 3 grosses pyramides qui posent beaucoup de questions à l'égyptologie et puis à l'histoire de façon générale, sur surtout la pertinence de la fabrication, la réalisation d'un tel ouvrage complètement incroyable. Aujourd'hui, on n'a encore pas de réponse à certaines questions. On avait fait une émission justement sur le sujet. Oui, c'est quand même très curieux. Ah, c'est très curieux. C'est plus que curieux même. C'est déstabilisant. C'est déstabilisant parce que les connaissances qui sont mises en œuvre dans ce type d'architecture nous dépassent complètement. On arrive à obtenir des pseudo-réponses, que j'appelle des pseudo-réponses, parce qu'il y en a la moitié qui ne tiennent pas la route, mais qui dedans, quand on étudie l'architecture en détail, pose vraiment de grandes questions sur la connaissance que possédaient les bâtisseurs. Je dis les bâtisseurs, attention, je ne les assimile pas forcément à l'Égypte, au pharaon. Parce que pour ma part, c'est beaucoup plus antérieur que ça. Et ça revient encore une fois à l'Atlantide. Donc, pour revenir sur la forme pyramidale de la Grande Pyramide, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur de la pyramide se situe donc la chambre du roi, la chambre de la reine. Les dispositions, les formes sont d'une précision telle qu'il n'y a pas plus d'un degré de différence, si vous voulez, avec l'alignement sur les équinoxes de la planète et sur les grandes lignes, vous voyez. Et donc ces dispositions géographiques très précises, à mon sens, revêtaient d'un caractère de captation de l'énergie et de réalisation par la suite et de mise en œuvre de cette énergie. Alors, pour quelles raisons, je ne pourrais pas le dire, parce que là, c'est très vaste. C'est très vaste et on a beaucoup d'éléments sur le sujet qui peuvent laisser penser à une utilisation, purement, je dirais, électrique de la chose, ou d'ordre un petit peu, si vous voulez, de lien avec les mondes inconnus, les dimensions parallèles, les mondes des esprits aussi, et donc pouvait avoir plusieurs rôles. Mais élément essentiel, c'est encore une fois, c'est la forme géométrique qui joue un rôle majeur. Pourquoi ? Parce que la géométrie, de façon générale, est présente partout. On est constitué de la géométrie. Vous voyez ? On peut faire, je ne sais pas si les auditeurs connaissent, mais il y a eu des expériences qui ont été faites avec des pyramides beaucoup plus petites en taille, par exemple, mais à proportion équivalente, où on met un bout de viande à l'intérieur. Il se conserve tout seul. Alors, c'est qu'il ne vieillit pas de la même manière. C'est ça, oui. Et ça, c'est complètement incroyable parce qu'en fonction de la position sur l'alignement planétaire, nord-sud, est-ouest de la pyramide, ce que je disais tout à l'heure, l'incidence à l'intérieur, c'est-à-dire que la pyramide est une forme de caisse de résonance. À l'intérieur de la pyramide, la viande ne se comporte pas de la même façon. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les énergies invisibles dont on parle depuis le début de l'émission ne sont pas les mêmes et leurs incidences ne sont pas les mêmes à l'intérieur de la pyramide en fonction des dispositions géographiques de celle-ci. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous sommes toujours en compagnie de Frédéric. Nous parlons des énergies invisibles. Mais il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre, c'est on n'a pas trouvé de documents. Je sais pas, quand on construit des édifices comme ça, en principe, on laisse des traces, on explique pourquoi on a créé cet édifice. On n'a jamais rien retrouvé. Non, il n'y a pas réellement de hiéroglyphes. Parce que la plupart du temps, c'était des hiéroglyphes qui étaient écrits sur les murs. C'était un peu un des seuls supports qui vieillissait avec le temps, qui permettait de maintenir la connaissance sur la construction par les 10 pharaons, sur le site de Gizeh et notamment les 3 grandes pyramides, et celle de Khéops, celle qu'on affilie couramment à Khéops, qui serait celui qui l'aurait créé. Mais il n'y a aucun élément. Aujourd'hui, la plupart des gens pensent encore que c'est des tombeaux, alors que toutes les preuves, toutes les découvertes, toutes les études, toutes les recherches qui ont été faites dans tous les sens démontrent à 99,9% que c'était pas des tombeaux. Vous voyez. Pourtant, on maintient le mythe, on reste dedans, tête baissée, et on continue à l'intérieur. Et donc, il n'y a pas du tout, je dirais, de mode opératoire de création de la pyramide qui a été laissé par les Égyptiens. Et c'est très curieux qu'on n'ait pas laissé d'explication.
Parce que c'était pas eux qui les ont fait. Bah oui, sûrement, oui. Parce que c'est pas eux qui les ont fait et qu'ils ont récupéré ces monuments, qu'ils les ont un petit peu entre guillemets déterrés, dépoussiérés, je dirais, et puis qu'ils les ont récupérés à leur sauce. Mais ça c'est très fréquent dans notre histoire humaine. C'est quelque chose qui se faisait très très fréquemment. On récupérait des choses déjà existantes et puis on met notre nom dessus. Vous voyez, un coup de blanc correcteur et on se l'attribue, quoi. Exactement, parce que de toute façon, quand on construit quelque chose, même maintenant, ça s'est toujours fait. Enfin, les terrestres en tout cas, on laisse une trace où on explique pourquoi, dans des documents ou autres, pourquoi on a construit cette maison ou cet édifice. Oui, bien sûr. Où il y a une raison, de toute façon, il y a une raison. Il y a une raison particulière. Voilà, on sait qui a construit l'édifice ou la maison. Oui, et puis je dirais il y a l'ego, parce qu'on est quand même fier d'avoir fait quelque chose comme ça. Tout à fait. Vous vous rendez compte d'un tel monument qui aujourd'hui est, alors attention je pèse mes mots, mais quasiment intact, avec le temps, avec tout ce qui s'est passé, je veux dire on laisse quand même des traces, on est fier d'avoir fait ça, et là c'est un petit peu zone morte, il n'y a pas beaucoup d'éléments. D'ailleurs dans les maisons, là ici dans le sud de la France, on a encore les dates avec les maçons, tel maçon est passé, a fait telle et telle chose, tel et tel travaux, et c'est signé. Bien sûr. Et il y a des dates. Donc, moi, j'habite une ancienne maison, et ça y est aussi, il y a une date. C'est très curieux. Pour en revenir sur la pyramide, si vous voulez, ce qui est complètement incroyable quand on étudie l'architecture intérieure de la pyramide, c'est aussi la qualité d'alignement des différents conduits qui constituent l'intérieur de la pyramide avec les constellations avoisinantes. Voyez. C'est ce que j'allais dire, tout à fait. Il y a des alignements avec Orion, avec Sirius. Orion et Sirius qui sont des constellations très importantes dans l'histoire humaine. Pour diverses raisons, on pourrait revenir lors d'une prochaine émission sur la force de l'astronomie et puis le lien de l'astronomie avec la planète Terre. Et c'est un rapport avec certains sites aussi. C'est en alignement avec certains sites qui sont à l'autre bout de la planète. Oui, bien sûr. Ça, c'est la fameuse ligne. On retrouve un petit peu les lines qu'on parlait au début. C'est ce que sort Jacques Grimaud dans son reportage, où il explique qu'il y a une ligne où sont alignés des anciens monuments complètement incroyables, comme les pyramides de Gizeh, ou le Machu Picchu, ou encore des zones complètement mystérieuses de notre planète, comme en Amérique du Sud. On en trouve beaucoup et qui sont alignés sur une même ligne avec les pyramides, bien sûr, tout à fait. Mais c'est véritablement incroyable, c'est la qualité d'alignement, c'est-à-dire que c'est de l'ordre de quelques secondes de degrés, vous voyez. C'est incroyable. Complètement incroyable. Alors après, encore une fois, pour quelle raison? Moi, je pense sincèrement que sur l'aspect tellurique de la chose, sur les énergies invisibles, il se passait une interaction particulière. Et le fait de ces dispositions géométriques permettait de capter alors soit des rayons cosmiques, soit des énergies produites par la planète, soit des énergies invisibles pour en faire quelque chose. Il y a différentes théories. Il y a Anton Parks, qui est un auteur autodidacte sur le sujet, qui pour lui était, si vous voulez, alors la pyramide servait à plusieurs choses, mais a servi notamment à pouvoir récupérer l'âme d'Osiris. Donc c'est la fameuse trilogie égyptienne, Osiris, Isis, Horus, qui est à la base de la trilogie égyptienne, mais qui a permis de faire revenir l'âme d'Osiris dans le corps d'Horus par l'intermédiaire de la grande pyramide, vous voyez. Donc ça fait partie des théories. Il y a plusieurs théories. Les théories d'Anton sont relativement intéressantes parce qu'elles sont très détaillées. Mais on se rend compte qu'effectivement, une chose qui est sûre, c'est que les connaissances que possédaient les anciennes civilisations étaient complètement incroyables. Et techniquement, nous, terrestres, on n'était pas capables de construire on n'avait pas ces techniques. On n'aurait pas pu faire des choses aussi incroyables. D'après la science officielle, non, pas du tout. Non, on n'était pas en capacité de faire de tels ouvrages. Voilà. Aujourd'hui, on a les satellites, on a tout ça, mais à l'époque, il n'y avait rien du tout. Bien sûr. Alors aujourd'hui aussi, si on continue un petit peu sur les autres énergies, j'en parlais tout à l'heure au début de l'émission, pour faire le résumé, et ça va rejoindre un petit peu comment dirais-je, la force et véritablement la puissance de la forme géométrique de la chose. C'est qu'il faut voir qu'aujourd'hui, avec les découvertes en physique quantique, par exemple, on se rend compte et on découvre des choses complètement ahurissantes dans l'infiniment petit. Les interactions qui arrivent au même niveau et qui donc ont un impact sur l'infiniment grand parce que tout est lié. C'est ça qu'il faut vraiment faire ressortir. Alors je parlais des fractales tout à l'heure. Le phénomène de fractal, le mouvement fractal ou la forme fractale est présente de partout dans la nature. Il y a des choses qui sont ressorties depuis les derniers siècles et millénaires qui sont très connues comme la géométrie sacrée par exemple.
le nombre d'or, pi, ou encore la suite de Fibonacci. Je ne sais pas si les gens vont connaître ça. On pourrait rappeler, moi je sais, je suis au courant, mais enfin on pourrait rappeler. Alors c'est des formes, si vous voulez, très particulières qui sont faites par la nature, par exemple, et qui se reproduisent à l'infini, mais qu'on retrouve de partout. Oui. Voilà, donc c'est des rapports mathématiques, des systèmes de développement en spirale. Oui. C'est très simple, il suffit de prendre par exemple certains, je sais pas, comme par exemple un chou ou d'autres types de développement de la nature, et vous allez vous rendre compte qu'elles se développent sous forme de spirale. Oui. Les rapports mathématiques entre, par exemple, le fameux l'homme de Léonard de Vinci, on retrouve le nombre d'or présent à l'intérieur. Dans le temple d'Apollon, on retrouve le nombre d'or. Il suffit de mesurer une hauteur par rapport à une distance longitudinale, on retrouve tout le temps sur un même type de nombre mathématique, vous voyez. Oui. Donc ça montre une harmonie et une création universelle qui se développe selon un même processus et qu'on retrouve dans les mathématiques et dans ces formes géométriques et notamment la géométrie sacrée qu'on retrouve de façon très fréquente. Récemment, il y a des chercheurs comme un chercheur qui s'appelle Nassim Haramein qui vaut vraiment le détour parce que ses théories sont véritablement très très intéressantes, explique que lui aurait compris certaines choses, redécouvert certaines choses qu'on n'a pas forcément compris et que tout se situerait, si vous voulez, dans le développement au niveau de la création. Donc je parle de la création en général, l'univers, le cosmos, le microcosme, le macrocosme, tout nous, tout ce qui nous entoure, sous forme de cette géométrie sacrée, et qui suivrait, si vous voulez, un développement qui ressemble à la base à ce qu'on appelle la fleur de vie. Alors la fleur de vie, c'est une forme géométrique très particulière qu'on peut trouver facilement en tapant sur Internet, les auditeurs pourront regarder, et qui a une beauté harmonieuse très particulière. Par exemple, dans la fleur de vie, on retrouve un flocon de neige, vous voyez. On retrouve tout peut être représenté par la fleur de vie, c'est-à-dire que de par sa forme géométrique, la fleur de vie est capable de tout créer. On peut tout dessiner à l'intérieur, vous voyez. Oui. Et ce phénomène géométrique, cette création, ce développement géométrique engendrerait tout le reste. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Je ne sais pas si c'est pas évident à faire comprendre. Non, je sais bien. Ça fait penser à l'infiniment grand et l'infiniment petit. Oui. On a l'impression que c'est à l'infini. Oui, mais c'est à l'infini. C'est à l'infini. Tout se fait à l'infini. Et si vous voulez, il y a une phrase qui est très connue au sein des alchimistes et également dans l'hermétisme, c'est ceux qui en haut et comme ceux qui en bas. Exactement, ouais. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça. L'infiniment petit comme l'infiniment grand, et tout se fait de la même façon. C'est-à-dire que la meilleure façon d'expliquer les choses, c'est une métaphore. Pourquoi une métaphore ou une comparaison ? Parce que ça se passe de la même façon. Et tout se fait de la même façon, selon une harmonique définie, des mathématiques définies et une croissance selon une spirale qui se met de plus en plus en place. Et ces éléments-là étaient parfaitement connus des anciens dans leur construction. On peut parler aussi des cathédrales. Les cathédrales qui sont des monuments complètement exceptionnels. Oui, c'est vrai. Complètement incroyables. Et qui, encore une fois, se distinguent de par leur forme géométrique particulière. Et si vous voulez, quand vous allez à l'intérieur d'une cathédrale, si vous vous mettez au cœur de la cathédrale, il se passe quelque chose. C'est pas possible, vous pouvez pas faire comme s'il ne se passait rien. Et c'est tout à fait normal parce que par rapport à ce qu'on vient de dire à l'instant, la forme géométrique de la cathédrale va capter les énergies et va les concentrer en un certain point, vous voyez ? Oui. Et c'est exactement pour cette raison que les cathédrales ont des formes particulières et que d'autres monuments ont des formes particulières. Petite note, et les auditeurs vérifieront la fois où ils passeront devant une cathédrale ou un autre édifice de ce type-là, vous verrez la présence de la fleur de vie au centre de la cathédrale. Vous voyez ? D'accord. Ouais. C'est-à-dire que sur les deux montants, souvent on voit une cathédrale avec deux montants latéraux, qui sont très conséquents, très importants. Et au centre de ces deux montants-là, vous verrez la fleur de vie. Tapez sur Google la fleur de vie pour les auditeurs, vous verrez une forme très particulière qu'on retrouve à travers notre temps, notre histoire, et qui a été aussi un petit peu, alors pas cachée, mais qui a été montrée de façon subtile. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres énergies invisibles ? Alors il y a plusieurs types d'énergie invisible, bien sûr. On parlait des forces électromagnétiques que maintenant on commence à connaître un petit peu de plus en plus. Je reviens très rapidement sur ce que je disais sur la forme de la fleur de vie et la suite de Fibonacci. Il y a actuellement à la télé, comme quoi il n'y a pas forcément des trucs moyens à la télé. Pas toujours. Une série américaine qui passe le samedi soir en ce moment sur M6. Qui s'appelle Touch et qui parle de ça. Vous voyez, le hasard fait bien les choses, encore une fois.
s'il y a hasard, il y a, ce que je ne pense pas. Mais cette série américaine parle de tout ça. Et vous avez la présence de la fleur de vie à différents endroits. Vous avez la présence alors ça raconte l'histoire d'un petit autiste qui discute pas avec le monde et qui pourtant perçoit des choses à travers les mathématiques, à travers les chiffres, et est capable d'avoir les relations dans les choses factuelles, dans les choses qui nous constituent tous les jours. Vous voyez. Donc c'est exactement ce qu'on est en train d'expliquer, comme quoi la vie est assez drôle quelque part. Mais il y a plein de formes d'énergie invisible. On peut parler, on en parlait au début d'émission, des champs morphogénétiques. J'allais le dire, j'allais lancer la suite. Et donc, est-ce qu'on pourrait parler justement des champs morphogénétiques? Qu'est-ce que déjà les champs morphogénétiques? On en avait parlé avec Jacqueline Bousquet il y a quelques années déjà. Oui. Bon, on pourrait rentrer dans le vif du sujet. Oui, les champs morphogénétiques, ou ce que je disais tout à l'heure, couramment dénommé aussi la résonance morphique. Alors, oui. C'est quelque chose qui a été mis en adéquation par un docteur en biologie qui s'appelle Rupert Sheldrake. Donc un docteur anglais qui a voulu essayer de comprendre certaines choses et d'essayer d'expliquer aussi certains événements qu'on n'arrive pas à expliquer aujourd'hui avec la science et nos connaissances d'aujourd'hui. Donc c'est pas évident à clairement définir ce que sont les champs morphogénétiques, parce que je suis pas l'auteur d'un docteur en biologie, bien sûr. Et ça va être peut-être, j'espère que ça parlera aux auditeurs, mais Rupert Sheldrake a essayé de comprendre un petit peu comment pouvait s'échanger l'information de façon large et générale, je dirais à travers des courants invisibles. On va donner quelques exemples. Lui a beaucoup travaillé par exemple sur la télépathie, la perception extrasensorielle, la métaphysique, ce que certains médiums peuvent ressentir, vous voyez. Tous ces éléments-là. Pour donner une bonne analogie, par exemple, de ce que peut être un champ morphogénétique, ou une résonance morphique, donc l'échange d'informations par l'intermédiaire de courants, alors pas forcément des courants telluriques, mais des courants invisibles, ou des énergies invisibles. Le bon exemple, par exemple, c'est ce qu'on appelle la théorie du centième singe. Oui. La théorie du centième singe, c'est qu'une espèce animale, pour prendre le singe dans le cas présent, ou une autre espèce, peu importe, qui va acquérir une certaine forme de connaissance qu'elle ne possédait pas par le passé dans un endroit de la Terre. Cette connaissance va se développer à toute l'espèce, sans pour autant qu'il y ait un lien direct avec les espèces. Ah, justement, on l'avait évoqué avec Jacqueline Bousquet et Sylvie Simon, c'est l'histoire des pommes de terre. C'est ça. C'est l'histoire des pommes de terre. C'est l'histoire du singe qui, pour réussir à manger une noix, va être obligé de la casser. Donc il va la jeter par terre. Alors au début il va essayer, il va pas comprendre, et puis il va se rendre compte qu'en prenant de la hauteur et en l'achetant par terre, il va réussir à la casser. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils se sont rendus compte, alors ça c'est scientifiquement démontré, c'est couramment admis aujourd'hui, que cette connaissance, alors ça va se faire dans le temps, ça va pas se faire du jour au lendemain, sur des années, mais ce type de fonctionnement, pour réussir à manger la noix, ce qui est à l'intérieur de la noix ou de la noisette, entre guillemets, va se répandre sur les autres espèces de singes, alors que ces singes-là ne sont pas du tout en lien ou ne sont pas en corrélation immédiate. À l'autre bout de la Terre, des singes qui n'étaient pas du tout au courant de ça vont se mettre à faire ça, alors qu'ils ne connaissaient pas du tout le procédé. Donc ça fait partie de la définition des champs morphogénétiques, et de l'échange d'informations qui existe dans l'invisible autour des espèces. On peut également citer le mouvement qu'aujourd'hui aucun scientifique n'est capable d'expliquer sur les bancs de poissons, les bancs d'oiseaux. Oui, exactement. Vous voyez, sur les étourdeaux ou les moineaux, par exemple, on voit des fois des centaines ou des milliers d'oiseaux se déplacer comme un seul homme. Mais là, on rejoint les champs informationnels des Milpinel. Exactement. C'est un rapport. Donc c'est en lien. Oui, c'est en lien. Les champs morphogénétiques sont en lien également avec tout ça. Mais ça, c'est véritablement complètement subjugant. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé aux auditeurs de voir ça. Moi, je l'ai déjà vu. Je peux vous garantir que vous restez assis, quoi. Parce que quand vous voyez des milliers d'oiseaux avoir des mouvements, alors ils sont même plus synchrones. C'est-à-dire que c'est un seul et même personnage. Ils se déplacent comme un seul et même personnage, c'est qu'il y a un échange d'informations qui se fait entre eux, qui est parfaitement aligné et parfaitement en phase. Je l'ai vu pas plus tard qu'il y a 3 jours. Oui. D'ailleurs, c'est très joli à voir. Bien sûr. C'est magnifique. C'est complètement subjugant. C'est véritablement subjugant. Puis c'est un balai aérien. Oui, tout à fait. C'est complètement incroyable. Donc tout ça, ces informations s'échangeraient donc par l'intermédiaire d'une connexion invisible qui nous relie tous entre nous et fonctionnerait de la même façon pour nous. On parlait de la théorie du centième singe, on peut appliquer cette théorie sur la facilité, la capacité d'apprendre plus facilement à faire du vélo. Voilà, et ça explique la transmission de pensée, ça explique toutes ces choses-là. La transmission de pensée, la télépathie, c'est bien sûr, tout à fait, exactement. Oui.
il y a des éléments comme ça aussi où le docteur Sheldrake, sur lequel il s'est penché, et qui avait été traité d'ailleurs avec l'INRES, Stéphane Alix, sur l'étude du lien émotionnel entre les animaux et leurs maîtres. Oui, oui. Vous savez, par exemple, c'est le truc classique. Vous avez un chien ou un chat, il y a des problèmes depuis quelque temps avec cet animal-là, et puis vous devez l'amener chez le vétérinaire. Et ben, le soir où vous devez l'amener chez le vétérinaire, vous n'allez pas le trouver. Ah ben tout à fait. Vous allez le chercher pendant 3 heures, etc., etc. Alors que vous n'allez pas lui expliquer qu'il va aller chez le vétérinaire. Ouais. Mais lui, par contre, va le percevoir, va le sentir. C'est le même phénomène que quand il y a un danger qui se crée, les animaux le perçoivent et le ressentent. Ah ben tout à fait. Moi, quand je m'en vais, par exemple, le chat le sait. Hein. Voilà, tout à fait. Ils savent tout à l'avance. Il y a comme ça c'est pas une expérience, hein, c'est une chose qui malheureusement s'est produite lors du tsunami sur les côtes philippines. Oui. Le gros tsunami. Il n'y a pas eu de cadavres d'animaux retrouvés. C'est-à-dire que tous les témoins présents et qui ont survécu au tsunami, et les séries de vagues qui ont emporté la côte, ont précisé que quelques minutes avant que les vagues arrivent, tous les animaux sont partis de la côte. Alors, encore une fois, pourquoi nous, l'être humain, on n'arrive pas à capter ? Parce que je pense qu'on a perdu, ou oublié plutôt, cette forme de connexion qu'on avait par le passé. Mais quelqu'un qui va travailler sur lui-même, sur la méditation, sur l'environnement, sur tous ces éléments-là, va réussir à obtenir et à capter ces liens-là que nous avons perdus. Parce que nous sommes noyés dans un monde dans lequel nous nous sommes un petit peu détachés de notre environnement invisible. Oui, on est déconnecté de pas mal de choses. Hein. On est déconnecté de pas mal de choses. C'est clair. Faudrait se reconnecter un petit peu parce que on risque d'être réveillé du jour au lendemain et de façon un peu brutale. Il faudrait déconnecter certaines choses pour se reconnecter ailleurs. Oui. Et finalement, ça rejoint aussi un peu l'intuition. Ça va même au-delà, j'ai l'impression, de l'intuition. Oui. L'intuition peut être une définition du 6e sens, et peut-être tout simplement un ressenti qu'on a perdu. Donc on considère ça comme des dons ou comme des formes de choses similaires, alors que c'est simplement une capacité qu'on a oubliée, qu'on a perdue. Et encore une fois, c'est important de le souligner que tout le monde possède. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion. Recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Frédéric. Aujourd'hui, est-ce qu'on fait encore des recherches sur ces champs morphogénétiques ? Est-ce que ça va un peu plus loin ? Alors ça continue, Rupert Sheldrake a sorti à peu près, je crois que lui a fait en gros 7 livres à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup sur les animaux, le lien avec les animaux est très fort, mais lui continue à faire ses recherches, à défendre ses théories qui sont super intéressantes. Alors c'est pas tout à fait évident à comprendre parce que il faut se plonger dedans, il faut essayer de comprendre un petit peu les termes, les interactions, les liens, donc ça prend un peu de temps et de recul, mais c'est très intéressant et des chercheurs se sont greffés à lui pour continuer les recherches. Et puis il y a des essais qui ont été faits et des études qui ont été faites qui sont très pertinentes. Je parlais tout à l'heure de ce que Stéphane faisait à travers l'INRES. Il y a eu des études comme ça qui ont été faites. Je crois que ça a même été fait avec Rupert Sheldrake pour les animaux. Par exemple, ils ont pris des gens avec des animaux de compagnie qui les connaissent depuis qu'ils sont nés. Et ils ont changé leurs habitudes. C'est-à-dire que ils les ont mis dans un autre endroit. Et puis, par exemple, vous allez faire vos courses tous les mercredis à 14h. Et là, vous allez faire vos courses le vendredi ou une fois sur deux le lundi. Vous voyez, pour bouleverser un petit peu les choses, bouleverser un petit peu les habitudes. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que du moment où le maître pense qu'il va rentrer chez lui, c'est-à-dire que au moment où il dit c'est l'heure, il faut que je rentre. Alors pas une heure et un jour régulier, justement, en mélangeant les cartes. L'animal le perçoit immédiatement. Et c'est-à-dire qu'il va se mettre à faire la fête chez lui. Alors ils ont fait ça avec des caméras indépendantes, tout ça, filmé. L'animal chez lui va se mettre à faire la fête alors que son maître est à 150 km, mais qu'il est en train de rentrer. Vous voyez. Donc
c'est bien qu'il y a une connexion, un lien invisible qui nous relie et qui échange de l'information. Tout à fait. Et je crois me souvenir dans cette émission qu'ils avaient fait un échange de voitures parce que la maîtresse ou le maître, enfin la maîtresse, il me semble, hein, c'était une. Oui, pour pas que l'animal reconnaisse ils avaient changé de véhicule pour pas justement pour embrouiller un peu le chien. Exactement, pour changer un peu les cartes. Et je pense que ça avait été fait avec Anna Evans qui pratique la communication intuitive avec les animaux que nous avions reçu plusieurs fois ici à ce micro. Voilà. Mais ça, c'est aussi très intéressant. La communication intuitive avec les animaux permet d'obtenir des informations complètement pertinentes. Et encore une fois, il y a un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Il faut arrêter de tout le temps se cacher derrière c'est un hasard, etc., etc. Non. Parce que c'est pénible, dans le sens où quand vous avez quelqu'un qui pratique ce type de communication médiumnique avec un animal et qui va vous expliquer son enfance, qui va vous expliquer les éléments du cavalier qui posent problème avec le cheval, cet exemple-là par exemple, mais comment cette personne a réussi à obtenir ces informations s'il ne les a pas perçues par l'intermédiaire du cheval, oui, bien sûr. Mais ça, on n'est pas capable de l'assimiler, on n'est pas capable de se dire surtout que c'est possible. Et c'est ça qui est bien dommage parce qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Bah tout à fait, mais dans tout, c'est comme ça. Aujourd'hui, on rationalise tout. Ah oui. C'est même pas être rationnel. Je pense que c'est le contraire. Enfin bon, bref. Mais c'était très curieux ces communications intuitives avec Anna Evans. Elle avait essayé de communiquer avec mes 2 chats. Et ce qui est très drôle, alors moi je lui ai rien demandé, c'est venu de sa propre initiative, et elle a voulu faire une expérience comme ça à distance. Et ben elle a décrit les 2 caractères quand même des 2 chats qui sont complètement différents. Et par le biais de la communication avec l'un de mes chats, elle a décrit quand même la maison. Enfin, certaines pièces de la maison. Bien sûr, mais ça m'étonne pas du tout. Alors donc, c'était le chat qui lui répondait, selon la technique. Alors je pense qu'au lieu de dire que ça n'existe pas, il faudrait mieux chercher à comprendre. Bah oui, bien sûr. C'est pour moi, c'est la véritable démarche scientifique à adopter. Et c'est ce que malheureusement pas beaucoup de scientifiques font. Alors je veux pas cracher sur tous les scientifiques, heureusement ils le font pas tous comme ça, mais c'est vrai que de façon générale il y a ce comme vous disiez tout à l'heure, ce rationalisme qui fait du dégât, parce qu'on veut tout mettre dans les cases et que si ça sort des cases, surtout on n'essaie pas trop de savoir et essayer de le comprendre, quoi. Justement, en plus sur internet j'ai entendu que il y a des gens qui remettent la science quantique en question, qui disent que finalement c'est du bidon, que ça n'existe pas. Alors c'est incroyable. Encore une fois, c'est la même chose, c'est parce que la physique et la mécanique quantique sont beaucoup de théories mathématiques, de démonstrations mathématiques, alors qui sont parfaitement pertinentes, mais qu'on ne peut pas mesurer parce que nous sommes limités par nos systèmes de mesure. C'est un débat sans fond, dans le sens où on va mesurer des choses qui sont beaucoup plus petits que l'atome, et il y a des interactions quasiment invisibles à nos instruments de mesure. Pourtant, on a des résultats probants, mais on peut pas les mesurer. Vous voyez. Et forcément, donc du moment où on peut pas les mesurer, ça n'existe pas. Et on retrouve, c'est marrant, vous voyez, comme quoi, on retrouve le même phénomène avec les énergies de l'invisible, parce qu'on ne peut pas les capter avec nos 5 sens, donc ça n'existe pas. Ah oui, évidemment, si on se base avec nos 5 sens, on ne pourra pas capter. C'est un peu comme un décodeur. Si on n'a pas le bon décodeur, on pourra toujours chercher. Exactement. À capter. C'est Albert Einstein qui disait que les choses visibles sont pourtant faites de choses invisibles, et pourtant bien réelles. Et c'est comme les poissons. Les poissons qui émettent des ultrasons, mais à un moment donné, on ne savait pas ça. Et finalement, on pourrait dire que si on entendait ces ultrasons, on pourrait se boucher les oreilles, parce que on a eu des appareils capables de mesurer les ultrasons en disant oui, effectivement, ils produisent des ultrasons. Et puis après, avec le temps, on s'est rendu compte qu'à l'intérieur des ultrasons, il y avait d'autres sous-fréquences qu'ils utilisaient aussi, etc., etc. Mais parce que ça, on le découvre au fur et à mesure. Alors, peut-être qu'avec le temps, dans l'infiniment petit et dans l'étude de la physique quantique, on arrivera à avoir ces éléments-là. Je le souhaite. Mais en tout cas, moi, ce que je dis souvent, c'est que la physique quantique explique ce que la spiritualité a démontré depuis des millénaires. Tout à fait. Il y a plein de choses qui s'expliquent par la physique quantique, comme la théorie des cordes, par exemple. La théorie des cordes, qui est une théorie complètement, qui me semble tout à fait pertinente, parce qu'elle permettrait d'expliquer les dimensions parallèles, le phénomène de présence de fantômes, ce qu'on appelle couramment des fantômes ou des esprits errants, par exemple, vous voyez, mais qui résident dans des dimensions qui ne vibrent pas. Justement, c'est ça la théorie des cordes. C'est des cordes qui ne vibrent pas à la même fréquence vibratoire
sur le plan sur lequel on est. Donc on ne le perçoit pas, vous voyez. Alors justement, cette théorie des cordes, on pourrait la rappeler parce que j'ai eu 2 ou 3 auditeurs qui m'ont posé des questions et m'ont demandé qu'est-ce que c'était que ça, la théorie des cordes. C'est véritablement très intéressant à regarder et puis à étudier un petit peu la physique et la mécanique quantique de manière générale. C'est pas évident à saisir. Oui. Moi, ça m'a pris des années pour comprendre certaines choses, mais ça vaut vraiment le détour parce que bon, après, on n'est pas physicien non plus. Attention, on n'est pas docteur en physique non plus, bien sûr, ni professeur. Donc on comprend dans la mesure que l'on peut comprendre. Mais la théorie des cordes, en gros, explique, d'après cette théorie, que autour et en dessous de l'atome, en taille de mode de fonctionnement et d'attribution de la matière, existent des interactions avec certaines, ce qu'on appelle les particules subatomiques. Lumineuses, les particules lumineuses. Les particules lumineuses en font partie, par exemple. Les quantas, c'est pour ça que s'appelle la physique quantique, c'est l'étude des quantas à l'origine, qui sont des particules tellement fines, tellement petites, qu'on ne peut pas les percevoir et les capter avec, encore une fois, les instruments qu'on possède. Mais ce qui serait organisé, alors eux ils ont appelé ça sous forme de cordes. Pourquoi des cordes? Parce qu'elles vibrent, mais qui, si vous voulez, posséderaient des niveaux des niveaux vibratoires différents, et qu'en fonction de ces niveaux vibratoires sur lesquels elles vibrent, donc elles oscillent, on arrive à percevoir ou pas les éléments qui les constituent. Donc en gros, si vous voulez, on ne perçoit pas les fantômes directement avec nos 5 sens, parce que ce qui nous constitue au niveau de la matière dense, de nos atomes, de notre corps ou de nos 5 sens, ne vibre pas à ces fréquences-là. Tout à fait. Alors, c'est ce qui constituerait notre fameux corps astral. C'est ce qui constituerait le corps astral aussi, oui, tout à fait. Oui, alors quand on a des expériences de sortie de corps, certains expérienceurs ont dit que ils avaient vu leurs membres ou leurs jambes, lumineuses, avec comme si c'était de l'électricité. On s'en rapproche. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, vous me tendez la perche, parce qu'on a une très bonne analogie dans Matrix. Oui. À la fin de Matrix, quand Neo est totalement aveugle et qu'il est dans la matrice, il la voit toute lumineuse, toutes les choses sont vivantes. Alors que quand il est dans son corps de chair, les choses sont, entre guillemets, inertes, vous voyez ? Et cette vision qu'il possède, où tout est lumineux, tout est vivant, et parfaitement peut être expliqué par la théorie des corps, par les champs morphogénétiques, par les énergies telluriques, et les présences de forces invisibles qui nous entourent mais qu'on ne perçoit pas. Donc le fait qu'un objet soit vivant, mais qui vibre à une certaine fréquence, qu'on ne perçoit pas forcément, et qui pourtant est constitué d'éléments parfaitement tangibles, parfaitement vivants. Oui, ça me fait penser aussi à l'univers super lumineux et sous-lumineux de Régis Dutheil. C'est ça. La boucle est bouclée, quoi. Exactement. Voilà, tout à fait. On a fait le tour. On peut le dire comme ça. Oui. Et on retrouve notre forme géométrique de la spirale et de la fleur de vie. Encore une fois, je recite le nom de Nassim Haramein, qui est un chercheur indépendant, qui fait des études complètement incroyables et qui démontre des choses à travers On retrouve aussi ces fameux formes géométriques chez Platon, les fameux volumes de Platon. Je ne sais pas si ça parlera à certains. Ces éléments-là nous constituent ce qu'on est, notre environnement, et pourquoi on se développe selon ce procédé-là. Et surtout, ça remet aussi une part importante sur la force des symboles. La symbolique des pentacles, des choses comme ça, vous voyez. Parce que de par leur forme particulière, ils vont canaliser l'énergie et ils vont centraliser l'énergie, etc. Ce qu'on disait tout à l'heure. Frédéric, est-ce qu'il y aura à dire, alors donc, qu'on aurait oublié sur les énergies invisibles ou sur les champs morphogénétiques, on a tout dit? Bon, je pense qu'on a dit quand même pas mal de choses, ça fait pas mal de choses à assimiler. Frédéric, à la semaine prochaine. Merci encore de votre invitation et de cette superbe émission, Alain. Et à très bientôt. Fréquence Évasion.